On est en ligne avec Marina Carrère-Dancos. Bonjour Marina Carrère-Dancos. Bonjour Valérie. Vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Vous aussi, j'espère, et tous vos auditeurs aussi. Oui, écoutez, on essaye. On va voir, vous allez nous raconter un petit peu comment on fait pour présenter une émission quotidienne comme le magazine de la santé en période de confinement. Et puis ce soir, on va évidemment parler de ce magazine de la santé spécial coronavirus avec un document exceptionnel en immersion au CHU du Mans. On va en parler dans un instant. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe pour vos équipes et comment vous vous êtes adaptés au magazine de la santé pour faire votre émission. On s'est adapté déjà en confinant un maximum de journalistes. Donc la plupart de nos journalistes sont en télétravail et font des Skype avec nous. On n'a plus de chroniqueurs en plateau, plus d'invités en plateau, sauf le soir pour les primes. Et comme je suis toute seule maintenant également sans co-présentateur, du coup il y a moins de cadreurs en plateau. Donc la majorité des gens sont vraiment protégés et c'était important pour nous. Voilà, donc déjà c'est un peu compliqué parce que tout se passe par télétravail. Mais écoutez, avec une équipe qui est quand même assez exceptionnelle et qui bosse remarquablement, on arrive à faire 1 heure de direct sur le coronavirus et puis une demi-heure de documents après. Bon, alors qu'est-ce qu'on va voir ce soir ? Racontez-nous un petit peu. Vous avez pu aller filmer quelques jours au CHU du Mans. Oui, absolument, en réanimation, dans un service donc de réanimation. Une de nos équipes est partie en immersion là-bas avec un maximum de précautions, vous l'imaginez bien. Actuellement, ils sont d'ailleurs au confinement, ces journalistes qui ont ensuite monté les sujets pour, là encore, toute la précaution nécessaire. Donc, ils ont tourné. On a des témoignages vraiment très d'abord de la technique, de la réanimation, comprendre ce que c'est que ce virus et ce qu'il provoque. Et puis, des témoignages de patients qui étaient conscients, réveillés, qu'on aura pour certains en ligne ce soir après, puisqu'ils sont pour certains rentrés chez eux. Mais des témoignages qui sont extrêmement forts, extrêmement intéressants, sensibles, et puis des soignants qui sont franchement admirables. Ils s'en rendent même pas compte, je crois, mais ils sont exceptionnels. Ouais. Et c'est vraiment un document en immersion, donc c'est vrai, c'est très 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 intéressant ce qu'on a pu tourner. Moi, je voulais savoir, Marina. Allez-y. Oui, ouais. Moi, je voulais savoir, Marina, est-ce que finalement les médecins nous disent tout, c'est-à-dire qu'on découvre à fur et à mesure évidemment la viralité de ce virus, mais est-ce que finalement ils nous disent tout ou vous avez peur parfois d'être trop anxiogène ? Est-ce que vous vous censurez vous-même ? Non, on se censure pas, mais en revanche, jamais on ne parlerait de quelque chose qui n'est pas parfaitement vérifié. Et si jamais ça devait être c'est une information anxiogène, elle est décryptée dans la foulée, c'est-à-dire qu'on ne balance pas comme ça une information qui peut inquiéter. Donc on fait de l'information pure, vraiment, et je pense qu'à partir du moment où on informe sans rien cacher, sans exagérer, avec uniquement, c'est pas moi qui informe, c'est les experts qui nous disent en permanence les choses sur le plateau. À partir du moment où on informe de manière très très honnête, je pense qu'on n'est pas anxiogène. Je pense qu'on décrypte quelque chose que les gens veulent absolument comprendre. Oui, comment est-ce que alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de la date du 11 mai en termes de déconfinement ? Vous étiez exprimé hier ou avant-hier sur la nécessité d'un confinement encore plus long. Est-ce que ça vous semble raisonnable ? Moi, ça me paraît tout à fait raisonnable de confiner encore un mois. Ça fera 8 semaines. C'est vrai qu'on pensait plutôt au départ 6 semaines. Bon, on est un peu plus long, mais c'est vrai que le plateau pour l'instant ne descend pas. On a un plateau de patients, mais pour l'instant qui ne descend pas. C'est vrai que les chiffres sont plutôt vers quelque chose de positif parce qu'il y a moins de patients qui rentrent en réanimation. Et ça, c'est vraiment lié au confinement. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument le maintenir. Et c'est vrai que maintenir encore 4 semaines, ça permettrait de voir le pic, ce plateau descendre et les services de réanimation se vider pour éventuellement, si jamais une nouvelle vague arrivait, pouvoir à nouveau prendre des patients en réanimation. C'est vraiment ça qui est le critère. Et le 11 mai, oui, c'est encore 4 semaines, ça paraît pas aberrant par rapport à ce que font nos voisins européens. Moi, je voulais vous poser... Oui, Gilles. Non, allez-y, Valérie. Non, est-ce que ça pourrait être plus long, à votre avis, encore ? Parce qu'on a vu que c'était un objectif. Oui, c'est un objectif. Je pense qu'on va commencer à ouvrir à partir du 11 mai, sauf si le virus mutait, se révélait autre. On est avec ce virus qu'on ne connaît pas, tout peut arriver. Mais a priori, je pense que c'est effectivement assez raisonnable de penser ça. Mais je ne pense pas que toute la population va être déconfinée en même temps, effectivement, que ça sera progressif selon les régions, selon les fragilités de chacun. Voilà, je pense que ça va être effectivement progressif, mais que c'est le début, j'espère, de l'ouverture et de la reprise du travail et de la vie un petit peu.
Moi, je voulais vous poser une question sur une chose qu'on a rarement vue et qu'on découvre avec cette crise, c'est le bashing des médecins, des scientifiques qui étaient d'habitude respectés. On écoutait leurs paroles religieusement. Ça a été le cas de votre complice aussi, de Michel Simès. Est-ce qu'il parle trop? Est-ce qu'il se montre trop à la télé? Je parle à la fois de Michel Simès et des scientifiques, même si c'est deux questions différentes. Mais ça, je vais sûrement pas commenter les prises de position de Michel, ça serait très indélicat. Non, je crois que les médecins, dans leur hôpital, en tout cas, ils n'ont aucune raison d'être bâchés parce qu'ils bossent remarquablement. Après, on a besoin d'eux, tous les cliniciens, les infectiologues et réanimateurs, on a besoin d'eux en plateau pour nous expliquer, en tout cas en Skype, pour nous expliquer la réalité de ce qu'ils vivent et donc de ce que nous vivons. Et je les remercie parce que franchement, prendre en ce moment de leur temps alors qu'ils sont sur le terrain et les mains dans le cambouis toute la journée, c'est vraiment remarquable. Donc on a absolument besoin d'eux. Donc ceux-là, je crois pas. Enfin, s'il y a du bashing, c'est de la mauvaise polémique. Après, ceux qui sont pas du tout dans les hôpitaux, qui viennent s'exprimer, s'ils n'ont pas de compétences, ils ne devraient pas le faire. S'ils en ont, qu'ils viennent le faire. Mais je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas se passer des médecins qui sont à l'hôpital. En tout cas, ça c'est sûr. Mais pour revenir à ce que disait Gilles, c'est vrai qu'il y a une espèce d'agressivité, pour ne pas dire parfois de haine, envers des choses qui ont pu être dites au début. Moi, c'était plus sur la manière dont vous êtes journaliste, vous êtes médecin, vous exprimez. Comment est-ce qu'on fait parce que ce qu'on dit à l'instant T ne sera peut-être pas forcément vrai après. Et après, c'est toujours facile de refaire le match. Donc, il y a des gens qui vous en veulent, qui en veulent aux médecins d'avoir dit des choses. Donc, comment est-ce que vous le vivez, ça ? Difficilement, parce que c'est vrai qu'on fait au mieux et que vous avez tout à fait raison, l'information sur les connaissances sur ce virus changent du jour au lendemain, vraiment. Donc effectivement, la façon dont on a commencé à informer en février et la façon dont on informe aujourd'hui n'est pas la même parce qu'on n'avait pas les mêmes connaissances. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on s'est trompé? Je ne crois pas. On a dit ce qui était la réalité au mois de février, au mois de mars. Aujourd'hui, la réalité est autre. Donc on évolue aussi en fonction de ça. C'est un peu facile effectivement après coup. Vous savez, moi j'ai été une des rares à défendre la ministre Roselyne Bachelot à l'époque de la grippe H1N1 parce que je trouve que c'est très facile de critiquer après en disant oh là là, mais qu'est-ce qu'on a commandé, quel gâchis, alors que ça n'était pas une épidémie épouvantable. Et ça en aurait été une, on aurait fait quoi? Je trouve ça très confortable honnêtement d'être parmi ceux qui critiquent. Moi je préfère être parmi ceux qui bossent. Alors moi j'avais une question aussi, Marina, sur ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier. Et je voulais savoir, est-ce que les choses que les personnes ont du mal à comprendre quand on regarde les réseaux sociaux, c'est de ne tester que ceux qui ont des symptômes, alors qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont asymptomatiques et que c'est elles qui transmettent le virus. Est-ce que vous comprenez cette phrase ou est-ce qu'il y a une logique médicale ? Oui, je comprends cette phrase parce qu'en fait, M. Macron n'a pas détaillé ces tests. En fait, là, il parlait des tests virologiques, ce qu'on appelle les PCR, qui vont permettre chez des personnes qui ont des symptômes de savoir s'ils sont ou pas porteurs à l'instant où on les teste du virus et s'ils sont porteurs, qu'ils soient isolés pour ne pas faire prendre de risques aux autres. Ce dont vous parlez, vous, je crois, ce sont les tests sérologiques, c'est-à-dire qu'on aimerait bien tous, une fois qu'on pourra sortir de ce confinement, savoir si on a été en contact avec le virus et si on est donc immunisé et protégé. Ce sont deux choses différentes et hier, le président Macron a essentiellement parlé des tests PCR, mais ça a entraîné une certaine confusion parce que ce sont deux choses complètement différentes. Oui. Mais j'espère qu'on pourra tester largement la population avec des tests sérologiques, oui. Mais est-ce qu'on va les avoir, ces tests? C'est toujours la question. Et puis, il y a aussi toute cette question des masques où le président a dit hier soir que tous les Français auront des masques, où là, il y a eu effectivement un changement de doctrine. Les masques, il faut le répéter, ne nous protègent pas, mais protègent ceux qui sont en face de nous. C'est bien ça. Exactement, la population générale est protégée avec des masques type chirurgicaux ou des masques qui sont faits maison ou dans différentes usines aujourd'hui, qui sont des masques qui protègent les autres de vos éventuels postillons, éventuellement porteurs de virus. Ça c'est clair, c'est cela effectivement qu'il faudra avoir pour effectivement éviter, si jamais on est porteur et qu'on ne le sait pas, de contaminer d'autres gens et donc de réveiller cette épidémie. Ça effectivement, ces masques, ça sera intéressant de les avoir. A priori, moi, de ce que je sais, enfin de ce que j'ai lu, on en a commandé quand même suffisamment. On devrait en recevoir quand même énormément. J'espère que ça va arriver. Mais enfin, on en a commandé plusieurs centaines de millions, donc ça devrait arriver. Quant aux tests, les tests sérologiques, on en a plusieurs qui sont actuellement en cours d'évaluation, qui sont terminés. Simplement, on vérifie qu'ils sont parfaitement efficaces à 100%. Et à partir du moment où on les aura, ces tests, vu qu'on en a de plusieurs laboratoires, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas en avoir en masse, mais pas le 11 mai. Ils seront pas arrivés à ce moment-là, c'est sûr. Le 11 mai, ils seront pas arrivés. Non. Alors, moi, j'ai entendu pas 60 millions, quoi.
J'ai entendu, j'ai eu pas mal de mes amis qui ont des enfants qui ne veulent pas envoyer leurs enfants le 11 mai à l'école. C'est-à-dire qu'on nous a dit que les enfants étaient porteurs sains, qu'ils pouvaient transmettre ce virus. Donc pourquoi est-ce les parents ont du mal à comprendre? Oui, c'est vrai. Alors, d'après une très récente étude, il semble que les enfants soient un petit peu moins largement porteurs sains qu'on a bien voulu le penser. C'est-à-dire qu'on pensait en gros que la moitié des enfants étaient des porteurs sains. En fait, il apparaît qu'il y en a beaucoup moins qui ont contracté le virus et qui donc le promènent comme ça sans symptômes. Bon, à part ça, je crois qu'il y a vraiment une volonté du gouvernement de lutter un peu contre les inégalités sociales avec des enfants qui sont complètement en perdition à partir du moment où ils ne sont pas à l'école pris en charge. C'est une volonté que je comprends très bien. J'ai entendu ce matin M. Blanquer dire que il n'y aurait pas des classes de 40 élèves, c'est-à-dire qu'on va s'organiser autrement pour que ça soit des classes de petits nombres. Je ne sais pas comment, c'est à lui d'organiser, mais on retourne, si j'ai bien compris ce qu'il disait ce matin, les enfants vont pas retourner en classe pour des classes de 40 avec une cour remplie d'enfants et une cantine remplie d'enfants. Donc je pense qu'il y a des précisions à faire. Oui, mais Marina, vous pensez pas que derrière tout ça, en fait, c'est un peu nos petits soldats qu'on envoie pour essayer d'avoir une immunité et qu'on prend les gens où on sait qu'ils ne tomberont pas malades, mais le fait est de diffuser une immunité collective. Mais je suis pas sûre, parce que si c'était ça, je pense que il y aurait beaucoup plus d'enfants aujourd'hui qui seraient déjà porteurs sains. Et apparemment, d'après cette récente étude, il semble pas qu'il y en ait tellement qui se contaminent. Donc je suis pas sûre que ça soit ça, honnêtement, qui soit vraiment la volonté derrière ça. Je sais pas, je suis pas dans la tête de M. Macron du tout, mais je ne suis pas sûre que ça soit ça. Quelques mots quand même, revenons sur l'émission de ce soir. Je rappelle, c'est vraiment un document... On a eu une petite consultation, on va dire. Oui, on a du mal quand on a un médecin, vous savez, quand on a un médecin, on a du mal à pas poser de questions. Revenir sur le caractère quand même assez exceptionnel de ce reportage en immersion au plus près des malades et des soignants, et de voir effectivement comment chaque malade est pris en charge, pourquoi c'est si difficile à soigner. C'est vraiment toutes les questions qu'on ne se pose peut-être pas justement et qu'il faut montrer aux gens pour prendre conscience de la difficulté de la prise en charge 24 heures sur 24 pour sauver ces malades. Oui, et ce qu'il y a de particulier et qu'on verra ce soir et que je suis pas sûre que tout le monde ait parfaitement bien compris, c'est que ce sont les patients en réanimation, donc qui sont intubés, ventilés, qui sont des patients graves, n'ont pas qu'un problème pulmonaire, ils ont un problème au niveau de différents organes. C'est ce que crée ce virus et c'est ce qu'on a appris. C'est-à-dire qu'ils ont non seulement une intubation, une ventilation, mais souvent une assistance au niveau des reins, parfois une assistance au niveau du cœur, et que donc il faut énormément de personnel par patient. Et c'est là où vraiment, quand les médecins passent leur temps à lancer des alertes en disant respectez le confinement, parce que le problème aujourd'hui c'est les lits en réanimation, et le personnel qui va avec. Et il faut non pas 2 personnes pour s'occuper d'un patient quand il faut le retourner, mais il en faut 6, ce qui est quand même, en plus vous avez entendu que beaucoup de patients sont obèses dans les réanimations, donc c'est vraiment un travail qui est fatigant et qui demande beaucoup de personnel, et c'est bien là le problème, c'est que si on relâche actuellement le confinement, si on n'est pas rigoureux, eh bien il y aura trop de patients en réanimation et pas assez de personnel pour s'occuper d'eux. Donc c'est vraiment ça qu'on comprend avec ce genre de document, c'est effectivement que c'est une réanimation qui est tout à fait particulière et des patients qui sont très très lourds, et pour les sauver il faut vraiment énormément de bonne volonté et de personnel. Et vous aurez un plateau Merci après beaucoup. le documentaire? Oui, il y aura un plateau. Vous serez en plateau, hein? Oui, il y aura 2 spécialistes en plateau et puis des intervenants évidemment par Skype, dont des témoins qui étaient dans le document. Le magazine, donc et puis on vous retrouve évidemment tous les jours dans le magazine de la santé. Un petit conseil de lecture. Je sais que vous êtes passionné de livres. Vous avez le temps de lire. Oui, j'essaye. Je suis pas sûre qu'il soit encore sorti, parce que je crois que je lisais Les Épreuves. C'est le dernier Bernard Minier et La Vallée, qui est excellent. J'ai lu ce week-end et je me suis régalée. Bon, vous êtes une grande lectrice, il faut le dire. Et vous avez vous aussi un livre qui doit sortir, mais j'imagine que les dates ne sont pas encore il est repoussé connues. Tout ça voilà. Merci Marina Carrère-Dancos. Donc ce soir, on vous regarde le magazine de la santé spécial coronavirus en immersion au CHU du Mans. Et je ne sais pas si la précédente émission spéciale que j'avais trouvée remarquable, je voyais un petit mot sur justement toutes les questions qu'on peut se poser et sur l'épidémie. Et c'était formidable. Donc à voir aussi en replay. Et puis aussi la petite vidéo qu'a fait Marina pour se laver les mains correctement. Il y a une vidéo juste incroyable. Merci beaucoup. Grâce à vous. Merci à vous. Allez, on se retrouve dans quelques instants.